Pour le groupe socialiste et républicain, pour une durée de 10 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Lors de la présentation du plan étudiant, vous avez déclaré, Madame la Ministre, qu'il doit permettre de poursuivre le financement de nouvelles places dans l'enseignement supérieur, d'accentuer l'effort de recrutement d'enseignants-chercheurs et de personnel pour les accueillir et les accompagner, et d'intensifier la reconnaissance de l'engagement pédagogique dans le supérieur. Sur le premier point, il faut saluer l'ouverture en 2 temps de 30 000 places en licence pour accompagner l'arrivée de nombreux jeunes dans le supérieur à la rentrée 2018. Si la massification de l'enseignement supérieur est une chance pour notre pays, elle soulève plusieurs défis, au premier rang desquels figure l'adaptation de notre système pour accueillir au mieux les étudiants. Ainsi, si on prend comme postulat initial un investissement moyen autour de 10 000 € par étudiant, il faudrait en 2019 une augmentation de 400 millions afin d'absorber parfaitement la croissance de la démographie estudiantine. Cette année, les établissements d'enseignement supérieur bénéficieront de 206 millions de crédits supplémentaires. Mais cette hausse, amputée des dépenses contraintes, GVT, compensation de la CSG notamment, et de la montée en charge de mesures déjà engagées en 2018, ne servira qu'à financer 26 millions € d'actions réellement nouvelles. Ce qui, bien sûr, nous apparaît insuffisant au regard du besoin de diversifier et de généraliser plus encore les modules pédagogiques, les fameux WICI, et contradictoire avec l'ambition affichée dans votre loi OR. Assurer la réussite des étudiants, c'est principalement mettre en place une politique d'orientation efficace. Sans effectuer un bilan exhaustif de l'an 1 de Parcoursup, plusieurs constats peuvent néanmoins être déjà dégagés. Parcoursup, en tant qu'outil d'affectation, a plutôt bien fonctionné. Peu de jeunes se sont retrouvés sans aucune affectation à l'issue de la procédure. Mais Parcoursup, en tant qu'outil d'orientation, a-t-il bien fonctionné ? Rien ne prouve que la capacité de la plateforme à affecter correctement les étudiants soit un gage d'une orientation réussie. Ce n'est pas parce qu'un étudiant accepte in fine une proposition de formation qu'il est satisfait in fine qu'un candidat accepte in fine une proposition de formation qu'il est satisfait de l'intégrer, et ce d'autant plus qu'il n'existe plus de hiérarchisation des vœux. C'est l'énorme différence entre une orientation choisie et une orientation subie. C'est pourquoi, Madame la Ministre, mais je pense que vous allez nous répondre, je vous demande à nouveau, à l'image de la plupart des syndicats étudiants, de conduire et de publier une enquête nationale qualitative à partir d'un échantillon représentatif pour connaître véritablement le degré de satisfaction des étudiants à leur orientation. C'est uniquement à cette aune que nous pourrons évaluer Parcoursup comme instrument au service de l'orientation. Dernier point de vigilance, le nombre élevé de candidats ayant quitté la plateforme. Elle interroge. Même si une partie d'entre eux s'est indubitablement dirigée vers des formations qui ne sont pas répertoriées dans Parcoursup, il est évident que d'autres ont tout simplement abandonné la poursuite de leurs études. Madame la Ministre, avez-vous pu effectuer une analyse plus fine de ces candidats dits inactifs ? Car il est impératif, vous le savez, de lutter contre cette forme de décrochage, mais surtout d'être encore plus proactif afin de l'endiguer. En ce qui concerne le volet dit étudiant, la poursuite des efforts engagés au cours du quinquennat précédent, notamment en matière de construction de logements, 60 000 d'ici 2022, est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose que le gel du prix du ticket U, ainsi que la suppression de la cotisation d'assurance maladie qui accroissent le pouvoir d'achat des étudiants. Pour autant, mes collègues l'ont déjà dit, le plafonnement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus, la fameuse CVEC, à 95 millions d'euros, alors qu'il en est attendu un résultat, estimé en tout cas par vos services lors des auditions, d'environ 130 millions d'euros pose problème. Bien que vous ayez annoncé que l'intégralité de cette contribution serait reversée à la vie étudiante en l'état, tout dépassement du plafond abondera, on le sait, le budget général de l'État. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas prévoir d'ores et déjà un plafond suffisamment haut de telle sorte que la totalité de la CVEC profite immédiatement aux étudiants ? En procédant comme cela,
vous éviteriez de susciter une forme de suspicion autour de la finalité de la CVEC. Elle n'a pas à alimenter, vous le savez, même temporairement, partiellement, le budget de l'État. L'amendement porté par notre groupe a été déclaré irrecevable, mais vous, Madame la ministre, vous pouvez augmenter dès maintenant ce plafond en toute transparence. Dernière inquiétude, loin d'être anodine, la hausse des frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires la rentrée prochaine. Alors allez-vous me dire, mais quel lien avec le PLF 2019 ? Outre que la méthode du gouvernement pose question, notamment sur l'absence de concertation, cette annonce complètement inattendue suscite déjà un vif émoi et réveille des tensions au sein de la communauté étudiante, alors même que nous sommes en train de débattre du budget. Surtout, nous aimerions comprendre en quoi multiplier par plus de 10 les frais de scolarité pour ces étudiants serait source d'attractivité comme vous le prétendez. Soyons sérieux, ce n'est pas la création de 15 000 bourses, et voilà le lien avec le PLF 2019, où sont-ils ? Où sont les crédits ? Qui sera de nature à compenser l'effet d'éviction massive des étudiants extracommunautaires pour raisons pécuniaires, qui constituent de surcroît la grande majorité des jeunes venant étudier dans le supérieur français. La Suède a tenté récemment l'expérience. Le résultat a été probant, une chute drastique de 80% du nombre d'étudiants étrangers fréquentant leurs universités. Est-ce ainsi que vous voulez améliorer le rayonnement de la France, que vous voulez atteindre le chiffre de 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027 ? Si nous souhaitons collectivement renforcer l'attractivité de la France, cultivons son image, dynamisons son réseau culturel, continuons à développer des formations à la fois reconnues à l'étranger pour leur qualité et leur spécificité. Mais ne cherchez pas à décupler les ressources des établissements supérieurs aux dépens de certains étudiants étrangers, pour paraphraser un article paru dans un quotidien dernièrement, à attirer les plus riches et en même temps à écarter les plus pauvres. Nous en reparlerons, Madame la ministre, parce que sur le fond et sur la forme, c'est incompréhensible et c'est inacceptable. La recherche est fondamentale pour le progrès scientifique et le développement économique. Pour la deuxième année consécutive, nous nous félicitons que le budget consacré voit ses crédits augmenter, en l'occurrence de 330 millions d'euros. Mais plusieurs sujets méritent une vigilance accrue. Le statut des chercheurs. Pour rappel, la stratégie européenne de recherche Horizon 2020 a pour premier pilier l'excellence scientifique, qui vise notamment à soutenir les chercheurs les plus créatifs et les plus talentueux dans leurs travaux de recherche exploratoire. Or, en France, depuis de nombreuses années, leur statut s'avère en inadéquation avec leur cursus et l'apport bénéfique à l'ensemble de la société grâce à la découverte. Leur rémunération est indigne, eu égard à leur niveau de qualification et à l'importance de leur travail. Entendez-vous mener une réforme, Madame la ministre, qui pose déjà les jalons d'un véritable statut protecteur et stimulant ? C'est à la fois une affaire de reconnaissance, mais c'est aussi une affaire d'attractivité de la France, afin de contrer la fuite des chercheurs français et attirer ceux étrangers. D'autre part, la recherche culturelle et la recherche scientifique et technique accusent encore une baisse, certes modique, mais de leur crédit. Universcience, encore une fois, va subir une nouvelle diminution à hauteur de 2 millions d'euros. C'est pourquoi je soutiens l'amendement de ma collègue Angèle Préville, qui a pour objet de réaffecter les 2 millions d'euros à Universcience. Pour finir, j'aimerais aborder la recherche afférente aux énergies renouvelables. Dans une note sur les dépenses publiques de recherche en développement en énergie en 2016, le Commissariat général au développement durable a mis en exergue que depuis environ une décennie, l'investissement public en la matière s'est érodé. En 2016, il s'élève à 913 millions d'euros, soit 5% de la dépense publique en recherche et 0,05 du PIB. Quel constat effarant dès lors que la transition écologique, surtout actuellement, est érigée comme une priorité cardinale. Surtout, nous le savons, une des spécificités de la France est le poids du nucléaire dans cette recherche, puisqu'il concentre 45% des dépenses. Donc c'est vrai qu'au titre du programme 190, la dotation versée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables sera 403 millions d'euros pour le financement de la recherche sur l'énergie nucléaire et seulement de 51 millions pour celle sur les énergies renouvelables, 9 fois moins. L'IFPEN, mais mes collègues en ont parlé, je pense que là aussi, le fait qu'il ait été asséché de 4,5 millions d'euros depuis 2017 est un vrai problème, étant donné les engagements nationaux, européens et internationaux de la France liés à la transition énergétique. Il serait incohérent de voir
les moyens de l'IFPEN, encore une fois, forcément baissés pour le développement des énergies propres et de la mobilité durable. Au final, les ambiguïtés de la recherche énergétique traduisent finalement les tensions et les contradictions plus globales de la politique énergétique française. Certes, la France occupe une place prépondérante dans certains domaines, biomasse notamment, mais il serait plus opportun que les crédits alloués à la recherche sur ces énergies soient augmentés drastiquement. Et un changement d'échelle, nous le savons, est nécessaire, comme l'a préconisé la Cour des comptes. Madame la ministre, vous l'avez compris, il y a des points positifs, mais il y a surtout beaucoup de questionnements, beaucoup de réserves et de nombreux points de vigilance. Il y avait une grande ambition, vous l'aviez dans la loi ORE. Malheureusement, le premier rendez-vous budgétaire pour la mettre en œuvre dans de bonnes conditions n'est pas à la hauteur. Dommage. Nous ne voterons pas les crédits de cette mission. La parole est à monsieur